Eh bien, grand merci pour ce débat qui s'annonce absolument passionnant. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, le professeur des écoles et député très engagé sur les sujets d'éducation est absolument ravi d'accueillir lors de cette table ronde Delphine Girard. Bonjour. Vous êtes enseignante, professeure agrégée de lettres classiques. Vous êtes très engagé sur les sujets de laïcité. Vous êtes membre du Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République du ministère de l'Éducation nationale et vous avez cofondé le réseau Vigilance Collège-Lycée, qui est un réseau d'enseignants du secondaire qui lutte contre les atteintes à la laïcité et à la liberté pédagogique dans les établissements du secondaire. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier de cette invitation, et en particulier Maud Gattel, qui m'offre l'occasion si agréable de renouer avec ma famille politique. Non pas que je ne l'ai jamais quittée, ni politiquement, ni affectivement, mais depuis quelques années, mon métier d'enseignante et les menaces toujours croissantes qui pèsent sur notre école républicaine m'ont amenée à m'engager différemment, en embrassant la défense de notre école laïque. Moi, j'ai rejoint le MoDem, je fais partie de la génération qui a accompagné l'avènement de ce qui allait être le mouvement démocrate en 2007, en adhérant à ce qui était pour quelque temps encore l'UDF. J'ai eu l'honneur de porter quelquefois nos couleurs aux élections législatives de 2007 et de 2012. Mais si j'ai toujours été profondément centriste et à la vérité bayrouiste, c'est parce que j'ai en horreur la pensée dogmatique, le sectarisme intellectuel, le prêt-à-penser, la pensée doctrinaire. Ce qui, je crois, est finalement assez cohérent avec mon engagement laïque en faveur de la libre pensée aujourd'hui. D'autant que la pensée totalitaire qui menace le plus violemment notre démocratie aujourd'hui, le plus profondément, c'est sans doute l'islam politique, autrement dit l'islamisme. Depuis les attentats de 2015, et la période qui a précédé, nous avions bien compris combien notre liberté d'expression était menacée. Depuis les attentats du Bataclan, nous avions compris combien notre mode de vie et notre liberté culturelle étaient dans le viseur des terroristes. Mais avec l'attentat de Samuel Paty, c'est l'école qui a été visée. Et c'est l'école depuis qui est devenue la cible privilégiée des terroristes. L'école est attaquée comme le berceau de la démocratie, comme le lieu par excellence de la libre circulation des idées, de la libre transmission des savoirs, de tous les savoirs, y compris ceux qui déplaisent aux fondamentalistes. À travers ce professeur, et plus tard Dominique Bernard, c'est l'institution scolaire tout entière qu'on a voulu attaquer et qu'on a voulu, à proprement parler, décapiter pour la faire taire et ainsi museler nos enseignements en nous poussant à l'autocensure. Il faut reconnaître cette lucidité aux fanatiques. Eux, ils ont très bien compris que notre école était notre bien le plus précieux. C'est une lucidité qui parfois semble faire un peu défaut dans notre propre classe politique. Ils s'attaquent à notre école parce qu'elle est la pouponnière de la démocratie, parce qu'elle est par essence le lieu même où on élève les ennemis de l'obscurantisme, où on élève les futurs défenseurs laïques et où se propage la pensée universaliste. C'est donc un combat d'avenir qu'ils mènent en réalité contre la démocratie en nous assassinant. Et nous, un combat qu'on mène contre eux en continuant de faire court, librement, sans peur et sans s'autocensurer. À ce moment-là, quelques camarades et moi avons compris qu'il fallait réagir, qu'il fallait faire quelque chose. L'école était attaquée, nous étions attaqués dans notre essence même d'enseignants. Samuel Paty, Dominique Bernard sont attaqués parce qu'ils enseignent, pour ce qu'ils sont. Étant attaqués dans notre essence même, il faut répondre avec évidemment les armes de la démocratie. Et par conséquent, nous avons décidé de faire front, de faire bloc, d'entrer en résistance dans l'arène médiatique. Et en effet, à ce moment-là, nous avons fondé le collectif Vigilance Collège-Lycée, que je représente, et avec lequel nous nous battons partout pour expliquer encore que la laïcité n'est pas l'ennemi d'une religion en particulier, mais de toutes celles qui entendent dicter ses lois à la République, à la cité et à la démocratie.
que la laïcité n'est pas liberticide, comme on l'entend souvent, mais qu'au contraire, elle protège la liberté individuelle, et en particulier celle des filles, des pressions communautaires. Et qu'elle est par conséquent le seul cadre qui permette à chaque élève de voir éclore son libre arbitre propre, de former sa propre conscience, de choisir son destin en conscience et en somme de devenir un citoyen, tout simplement. Suite à cela, effectivement, j'ai intégré le Conseil des sages de la laïcité auprès du ministère de l'Éducation nationale. Je suis vice-présidente du comité Laïcité République et présidente de la commission éducation de la LICRA aux côtés de Mario Stasi. Et voilà, j'ai écrit ce livre qui est mon arme démocratique contre tous ceux qui s'en prennent à l'école et que Laurent Crozier me fait l'honneur de présenter aujourd'hui. Merci, merci Delphine. Je vais montrer votre livre. Donc vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Madame, vous n'avez pas le droit. Un livre, moi, qui m'a beaucoup parlé, qui doit sans doute parler à beaucoup d'enseignants qui ont été absolument meurtris dans leur chair de ce qui s'est passé lors des événements dramatiques, la décapitation de Samuel Paty et puis l'assassinat de Monsieur Bernard, Dominique Bernard. Cet ouvrage, c'est le récit de votre combat, mais c'est aussi le récit de votre expérience d'enseignante en réseau d'éducation prioritaire face à l'incompréhension et les interrogations de vos élèves sur les principes de la laïcité. Alors, il faut admettre, et pas uniquement de la part des élèves, c'est qu'on a aussi un certain nombre de citoyens qui nous disent que le concept de laïcité, les principes de la laïcité sont difficiles à comprendre et difficiles à manier. Et je voulais dire que finalement Aristide Briand, qui est souvent cité par François Bayrou, l'a finalement résumé assez simplement. C'est la loi protège la foi ou la non-foi, mais la foi ne fait pas la loi. La loi protège la foi et la non-foi, mais la foi ne fait pas la loi. Et tout ça, ça devient effectivement beaucoup plus clair quand on le dit de cette façon. Et je tiens, et vous l'avez dit, à rappeler que la laïcité n'est pas l'ennemi des religions. C'est même précisément l'inverse. Et c'est la laïcité qui permet la coexistence des religions de façon paisible et apaisée. La laïcité, elle permet à chacun de pratiquer en fonction de ses convictions religieuses. Elle place simplement les religions dans un cadre précis. Et je voulais rappeler la loi de 1905 qui a été portée par Aristide Briand, qui garantit la liberté de conscience et qui organise la séparation entre l'État et l'Église. Et puis, en ce qui concerne l'école, la circulaire de 1994 d'un certain François Bayrou, qui était précurseur de la loi de 2004, qui interdit le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou dans les écoles et les collèges et les lycées publics. Et vous me disiez ce matin que la laïcité, c'est peut-être surtout une affaire de conviction politique. La laïcité, en réalité, c'est une conviction politique qui devrait être partagée par nous tous, qui l'était du reste jusqu'à une époque assez récente. C'était une évidence pour sans doute la génération qui m'a précédée et même encore pour les plus de 40 ans auxquels j'appartiens. C'était une évidence pour une raison très simple, c'est qu'en fait, elle est la clé de voûte de nos trois valeurs cardinales. Elle est la condition de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui parle aux élèves, surtout l'argument de la fraternité. Elle est la condition de l'égalité parce que, naturellement, c'est elle qui garantit l'égalité de traitement de tous les citoyens en dépit de leur appartenance religieuse, tribale, culturelle, en dépit de leurs convictions, de leur foi, en dépit du fait qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Elle garantit également l'égalité homme-femme. J'insiste beaucoup sur le fait, on ne le dit pas assez, que la laïcité, elle bénéficie surtout aux filles.
Elle est la condition de la liberté, parce qu'elle protège, comme nous le disions, la liberté individuelle de la pression communautaire. La République ne reconnaît que des individus, elle ne reconnaît pas des groupes. Elle reconnaît les droits, les devoirs et la liberté des individus au-dessus et en dépit de celle des groupes et des communautés. Donc elle protège la liberté individuelle. Et enfin, elle est la condition de la fraternité, car seule la laïcité permet la coexistence de communautés qui ont toutes des injonctions, des tabous ou des codes ou des lois spécifiques, mais au-dessus desquelles trônent toutes souverainement les lois de la République. Et il n'y a que cette souveraineté des lois de la République sur les lois communautaires et religieuses qui permet une coexistence fraternelle des individus, des citoyens entre eux. Donc en fait, la laïcité, elle est la clé de voûte de nos 3 valeurs cardinales. Donc elle est forcément, effectivement, une affaire de conviction, mais une conviction qui devrait relever de l'évidence et qui ne l'est plus pour des raisons qu'on va peut-être évoquer ensemble, qui sont d'ordre politique. Moi, je voulais aussi, vous avez dit que c'était une condition des valeurs de la République. Je voulais aussi rappeler à quel point c'est une condition de la promesse républicaine de l'école. Le communautarisme, c'est une trappe pour les classes sociales inférieures. Ça ne leur permet pas de s'émanciper. Et c'est précisément la laïcité qui est un remède contre toutes les inégalités sociales. C'est précisément la laïcité qui permet d'échapper aux déterminismes sociaux, les déterminismes de genre, vous l'avez dit, les déterminismes territoriaux, les déterminismes religieux. Et je crois qu'on partage une chose ensemble, c'est que nous sommes tous deux issus de familles modestes et que, alors je vais parler pour moi, je vous laisserai parler pour vous, mais si je suis enseignant, si je suis aujourd'hui député, eh ben je le dois grâce à l'école de la République. Et je le dois grâce aux valeurs de la République. Et si c'est valable pour moi, si c'est valable pour vous, nous souhaitons, nous les démocrates, que ça soit valable pour chacun de nos concitoyens. Et nous serons inlassablement contre tous ceux qui font la promotion du communautarisme. Les valeurs de la République, la laïcité, ce sont des valeurs qui sont ni négociables, ni discutables. Et je crois que si nous... ça c'est une phrase qu'on partageait aussi ce matin, si nous voulons l'école bienveillante, eh ben nous la devons exigeante sur les principes de laïcité. Oui, je ne peux qu'applaudir à ce qui vient d'être dit. Bien sûr, la laïcité, elle est surtout vectrice, effectivement, de promesses. Elle est le seul cadre, et particulièrement scolairement, qui permet à chacun de pouvoir s'extraire de son carcan familial, social, sociologique, religieux, philosophique. Elle est ce que Catherine Kinsler appelle une respiration laïque. C'est-à-dire que pendant quelques heures par jour, on va soustraire les individus, des individus en construction, des individus en devenir, à tous les déterminismes auxquels ils sont en proie à la naissance, qui sont des déterminismes tribaux, sociaux, religieux. Et pendant quelques heures par jour, on va les ouvrir à d'autres façons de voir le monde que celles qu'ils ont héritées par le hasard de leur naissance. Et naturellement, ça c'est quelque chose qui déplaît profondément aux fondamentalistes, parce que ça veut dire que vous ouvrez l'esprit des enfants à d'autres vérités que, par exemple, les vérités révélées que parfois on vous enseigne à la maison. Mais c'est le seul moyen qui permet aux enfants de s'ouvrir à tous les destins possibles. D'abord, c'est le seul moyen de choisir leur destin, d'acquérir une conscience, un libre arbitre propre, et ensuite de changer effectivement peut-être de croyance, de milieu social, de philosophie, de se choisir un destin. Et effectivement, moi comme vous, je suis la première de 4 générations à avoir eu mon bac. J'ai jamais vu personne tenir un livre dans ma famille. J'ai embrassé éperdument mes études de lettres classiques. Je suis prof de lettres classiques comme François Bayrou. Parce que j'ai fait la rencontre d'un prof. C'est aussi à lui que je dédie ce livre. J'ai fait la rencontre d'un prof qui m'a ouvert le continent insoupçonné de la littérature et en particulier de la littérature latine et grecque. Et
alors c'est mon monsieur Germain, il s'appelle monsieur Lascaux, qu'importe, mais des monsieur Germain, il y en a encore à l'école républicaine, mais c'était tous des laïcs, et c'est pas un hasard si c'était des laïcs et si effectivement les hussards noirs de la République sont ceux qui sont connus pour parfois transformer la trajectoire de certains enfants. Donc je crois effectivement que la laïcité permet, voilà, d'échapper à ces déterminismes et de devenir de fils d'ouvriers comme moi. Moi je suis fille de maçon, issue d'une double immigration. J'ai un père vietnamien, une mère italienne, tous les deux immigrés, et ma mère ne comprend pas grand-chose à ce que je fais, mais en tout cas, elle trouve ça super. Mais voilà, je suis fière aujourd'hui de propager cet espoir auprès des enfants de la République. Alors, vous me disiez ce matin aussi que vous étiez extrêmement critique sur la gauche française et sur la France insoumise. Et je vais vous laisser développer et je commenterai juste après. Qui ne l'est pas ici? Levez la main. Oui, bien sûr, je suis extrêmement remontée contre la France insoumise. Il me semble qu'il y a eu dans nos classes une bascule à partir de 2015. Je l'expliquerai dans mon propos liminaire. Parce qu'à partir de 2015, on a eu cette immense vague de réactions citoyennes disant que nous étions tous Charlie. Mais très rapidement après, il y a eu le retour de bâton et la pensée anti-charliste. Et peu de temps après, en 2017, Jean-Luc Mélenchon perd la présidentielle de 600 000 voix et il décide qu'il va aller chercher ces 600 000 voix dans les banlieues. Et tout d'un coup, il opère un revirement à 180 degrés sur les questions de laïcité. Alors qu'il avait été absolument inattaquable dans sa campagne de 2017 sur ces questions-là, il décide tout d'un coup que la laïcité est liberticide et dixit islamophobe. Je reviendrai peut-être sur ce terme, qui est un terme piège. Et à partir de là, il y a parmi la jeunesse une espèce de justification de la posture anti-laïque. Quelque chose qui était confusément en germe chez les élèves dans nos classes, le sentiment que parfois certains enseignements n'étaient pas compatibles avec ce qu'on leur donnait pour juste ou pour vrai. L'enseignement de la reproduction section SVT, les lumières en lettres pour ce qui me concerne, les cours de MC sur la laïcité naturellement, ou même la pratique sportive mixte dans des circonstances où la promiscuité ou la nudité des corps pose problème. Et cette réticence qu'ils avaient vis-à-vis de certains enseignements de l'école républicaine, elle a tout d'un coup trouvé un discours construit, un étendard, l'anticharlisme. Et comme c'était un discours qui était repris par des hommes politiques de premier plan, en l'occurrence ceux de la France insoumise, c'était un discours qui devenait possible, qui devenait licite, qui devenait respectable aussi bien que mon discours à moi comme professeur laïque. Et tout d'un coup, ça transformait mon discours pédagogique, d'une certaine manière, en discours politique. C'est-à-dire que la prof, elle a ce discours-là sur la laïcité, sur la République, mais d'autres politiciens en ont un autre, et finalement, c'est son parti pris à elle, on peut avoir un autre parti pris. Ma parole pédagogique devient une parole politique qui, du coup, devient discutable, contestable, et on peut avoir une autre position. Donc, le rôle de Jean-Luc Mélenchon sur la réception de la laïcité auprès des jeunes gens, il est absolument capital. Et ce n'est pas pour rien si la plupart des jeunes gens maintenant, notre ami va nous en parler, les 18-30 ans sont extrêmement rétifs vis-à-vis de la laïcité qu'ils considèrent comme islamophobe. Je me permets de faire juste, si vous permettez, un tout petit point sur ce terme d'islamophobe. L'islamophobie, c'est un syntagme piège extraordinairement intelligent qui a été ourdi par les ennemis de la laïcité. Parce que c'est une façon d'amalgamer dans un seul syntagme piège les croyants et leurs croyances. Or, tout ce que fait notre laïcité et tout ce sur quoi repose notre liberté d'expression, c'est justement la distinction entre les hommes et leurs idées. Je dois pouvoir, en République laïque, débattre, critiquer, même railler n'importe quelle idée politique, philosophique ou religieuse, puisque dans une République laïque, une idée politique, une idée religieuse, c'est la même chose. On n'a pas plus d'égard pour une idée religieuse que pour une idée politique. Et à partir du moment, en revanche, la laïcité ne permet pas du tout de s'en prendre verbalement
aux musulmans, aux juifs, aux catholiques, aux personnes en somme. Elle protège la liberté d'expression, protège les personnes et non les personnages. C'est pour ça qu'on peut critiquer un prophète, mais pas les musulmans. Et ce syntagme qui agglomère finalement dans un seul mot l'islamophobie, les croyants et leurs croyances, fait que conséquemment, si vous vous mettez à critiquer l'islam, vous êtes raciste. Et cet anathème moral qui fait peser le soupçon de racisme sur tous ceux qui défendent la laïcité au prétexte qu'ils seraient islamophobes, eh bien, cet anathème moral qui nous vient de la gauche est responsable majoritairement du phénomène d'autocensure observé chez les enseignants. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la plupart des enseignants ont moins peur du coteau des islamistes que de l'anathème moral d'islamophobie qui ferait d'eux des racistes. Personne n'a envie d'être traité de raciste. Si vous me traitez de raciste, je vous casse la figure. Donc, cet inconfort moral dans lequel ça vous met fait que beaucoup d'enseignants vont préférer choisir des thématiques de cours qui vont être moins litigieuses, plus confortables, et petit à petit, c'est ainsi que l'enseignement se réduit, et qu'on observe le phénomène d'autocensure. Donc la responsabilité de la gauche, par le biais de sa posture complètement nouvelle à partir de 2017 sur les questions de laïcité et par la promotion du terme d'islamophobie, a fait un immense tort auprès de la jeunesse concernant les problématiques de laïcité. Je crois que personne en France peut nier la façon dont la France insoumise alimente le communautarisme et la haine dans notre pays. Je pense même que par ses outrances, elle est finalement le meilleur allié du Rassemblement national. Et les propos de l'extrême gauche comme ceux de l'extrême droite, finalement, sont des bombes à fragmentation de la société. Et on le dit régulièrement à l'Assemblée nationale, mais je crois qu'on en a assez de ces discours politiques, finalement, qui ne voient le pays et les Français qu'au travers de communautés, qui divisent, qui fracturent. À un moment donné, on doit aussi nous tenir un discours, certes ferme sur les sujets de laïcité, mais un discours de réconciliation. Parce que si on ne parle pas aux Français de façon globale, mais qu'on parle chacun à sa boutique, on ne réussira pas à restaurer cette cohésion nationale dont on a besoin. Et ça, c'est absolument fondamental. C'est aussi le rôle des démocrates. Et je ne comprends pas comment la gauche républicaine a pu abandonner aujourd'hui les sujets de la laïcité et comment elle peut fermer les yeux devant les comportements de la France insoumise qui fissurent nos sociétés. Et elle ferme les yeux devant les comportements qu'elle dénonce auprès de l'extrême droite. Donc il faut absolument que la gauche redevienne lucide et reprenne les valeurs qui étaient les siennes, parce qu'on a besoin, dans une démocratie, d'un centre fort, d'une gauche forte, d'une gauche et d'une droite républicaine forte, et pour amoindrir le discours des deux extrêmes. Je voulais aussi parler d'un sujet que nous avons abordé ce matin quand nous avons préparé la table ronde. C'est vous me disiez que la laïcité est aussi un combat générationnel. Et avant de vous entendre sur ce sujet, je voulais recueillir le témoignage de Charles Mercier, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux, qui est directeur de la revue France Forum. Monsieur Mercier, vos recherches et votre enseignement portent sur l'histoire des faits religieux et de la laïcité. Et avec Philippe Portier, vous sortez le mois prochain, aux presses de Sciences Po, un livre sur les jeunes et leur laïcité qui interroge notamment la fracture générationnelle sur cette question à partir d'un sondage et d'entretien avec les 18-30 ans. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Alors on m'a dit que mon temps de parole était descendu à 2 minutes, donc je vais aller à l'essentiel.
pour dire que les signes... en fait, on s'est demandé s'il y avait vraiment une fracture générationnelle au niveau de la laïcité. Et ce qui nous apparaît, c'est qu'il y a une fracture sur les signes religieux. De fait, quand on interroge les 18-30 ans, ils sont beaucoup plus favorables que le reste de la population au port de signes au lycée, chez les fonctionnaires et en entreprise, qu'en population générale. Par exemple, ils sont 43% à être favorables au port de signes au lycée contre 24% dans la population globale. Et cette proportion, l'écart entre les jeunes et le reste de la population sur cette question a tendance à augmenter depuis 2004, depuis qu'il y a des sondages sur cette question. Alors, comment les jeunes justifient-ils leur position ? En entretien, ils mettent en avant trois facteurs principaux. Tout d'abord, ils ne l'aperçoivent pas de la même manière que le reste de la population. Ils ne voient pas dans les signes, et notamment dans le foulard, un signe de soumission, d'aliénation, de séparatisme, mais plutôt le libre choix qui fait partie d'un processus d'individuation, qui fait que chacun est libre de porter les accessoires et les vêtements qu'il veut. Deuxième élément, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, ils voient le religieux comme constitutif de la personne et la pratique comme constitutive de la religion. Et en ce sens, l'interdiction des signes est vue pour eux comme une sorte de mutilation identitaire. Et enfin, ils font une analyse en termes de cohésion sociale différente du reste des Français. Ils pensent que prohiber les signes, ça alimente plutôt le séparatisme que la cohésion. Alors le deuxième aspect, c'est qu'on a sondé les jeunes aussi sur leur attachement à la laïcité, sur leurs valeurs, leurs principes, et là il y a une très forte convergence entre les 18-30 ans et le reste de la population. Il y a un très fort attachement aux valeurs de liberté, d'égalité, à la non-discrimination, le refus de l'absolutisme religieux aussi, l'idée d'un religieux léger qui concerne les individus est très tolérée dans un cadre individualiste assez partagé, mais l'idée d'un religieux lourd qui imposerait aux autres ses propres choix, ses propres prescriptions est très largement rejetée, y compris chez les jeunes qui portent les signes. Enfin, le troisième point, c'est que les jeunes, davantage que leurs aînés, considèrent que la laïcité est souvent instrumentalisée par les politiques et par les médias pour discriminer les musulmans. Ce taux est à 60% chez les jeunes, il monte à 87% chez les jeunes musulmans. Et il y a sans doute un défi de taille dans le sens où la laïcité, effectivement, est perçue aujourd'hui comme, non seulement dans sa pratique, mais aussi dans les discours qui l'accompagnent, comme un instrument d'invisibilisation et de discrimination des musulmans. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est vraiment très très emblématique parce qu'effectivement la fracture générationnelle c'est le problème majeur auquel va être confrontée la laïcité. Je terminerai là-dessus parce que je crois qu'il faut terminer malheureusement, mais c'est avant tout un combat générationnel. Ça veut dire que chaque jour joue contre nous. C'est un combat générationnel, il faut absolument que nous réussissions pas à imposer la laïcité. Parce qu'imposer la laïcité, c'est une victoire à court terme. Lorsque Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, interdit la baya, ça fonctionne, on est content, l'hémorragie est arrêtée. Mais enfin, on a gagné une bataille, on n'a pas gagné la guerre de l'opinion. Or, on a besoin de convaincre la jeunesse du bien fondé de notre laïcité. Et cette bataille générationnelle, on le disait, on ne la gagnera pas sans la gauche républicaine. On a besoin de la gauche pour parler à la jeunesse. C'est un vecteur indispensable pour parler à la jeunesse. Et on ne la gagnera pas si on laisse la laïcité être instrumentalisée par l'extrême droite. Et moi, je fais partie, dans le camp des laïcs, de celles qui militent le plus fort pour qu'on ne se laisse pas tenter par les sirènes de l'extrême droite et qu'on ne laisse surtout pas la laïcité dans le débat public récupérée par l'extrême droite comme une arme anti-musulman. C'est absolument antinomique de ce qu'elle est et c'est un piège tendu grand comme ça à tous les laïcs qui nous fera perdre la bataille générationnelle et par conséquent, dans 5 ans, dans 10 ans, qui aura fait définitivement amalgamer la laïcité à une valeur de droite et d'extrême droite, identitaire, alors que justement la laïcité, c'est l'universalisme et c'est l'inverse de l'identitarisme. Je parlais tout à l'heure d'un discours de réconciliation et ça va dans votre sens. C'est-à-dire que imposer la laïcité, c'est nécessaire. Mais la faire comprendre, c'est l'étape supérieure. Et c'est ce qui va permettre aux jeunes de la comprendre, de voir que c'est une condition, vous l'avez dit tout à l'heure, des valeurs de la République, que c'est les conditions de l'émancipation, notamment pour les classes inférieures. Pour cela, il faut que nous parlions aux jeunes. Souvent, et je vais faire ma propre autocritique, on parle des jeunes, mais on ne parle pas aux jeunes. Et il faut qu'on
s'adresse à eux et qu'on leur dise parfois des choses toutes simples qu'on leur dit quasiment jamais. Nous avons confiance en vous. Parce que l'avenir de la France, c'est plus nous, c'est vous. Et je pense qu'il faut leur redonner confiance. Ils vivent dans un monde avec des défis colossaux, économiques, technologiques, le réchauffement climatique. Et il faut qu'on leur donne des perspectives positives et qu'on leur dise que l'avenir du pays, c'est eux. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup.